Mesdames, Messieurs, nous sommes évidemment très heureux de conclure cette journée par cette table ronde qui touche à des aspects essentiels de notre réflexion aujourd'hui, qui est celle de la préservation du patrimoine afghan, des actions qui ont pu être entreprises ces dernières années sur lesquelles nous allons revenir, et puis la question, et peut-être qu'on s'accordera un deuxième temps de discussion sur ce point, de savoir comment on agit aujourd'hui en Afghanistan pour la préservation de ce patrimoine si riche et dont les communications précédentes nous ont rappelé quelques-unes des strates et de l'épaisseur. Et donc, très heureux pour aborder ces questions qui sont cruciales et qui me touchent, moi, comme directeur de l'Institut national du patrimoine, puisque nous formons les professionnels du patrimoine, que nous avons de nombreuses coopérations internationales, nous en avons entreprises encore récemment avec un certain nombre de professionnels afghans sur la question des trafics illicites d'œuvres d'art, avec le soutien de la DAFA, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'Expertise France. Eh bien, nous sommes évidemment très intéressés de réfléchir ensemble sur cette question, de savoir comment nous pouvons poursuivre l'action qui est entreprise, qui a été entreprise, et la développer si besoin. Et pour cela, nous sommes très heureux évidemment de pouvoir parler avec Louis Montréal et de vous entendre, vous qui représentez ici la Fondation Aga Khan pour la culture, d'entendre également ensuite Valérie Freland, qui est le directeur général d'ALIF, cette maison qu'on ne présente plus, tellement en quelques années elle a réussi à être active sur tous les champs de conflits ou instables de notre monde, avec Stéphanie Salah, qui représente la Direction générale de la mondialisation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui est la directrice du pôle archéologie, patrimoine, sciences humaines et sociales, et puis avec notre hôte ici, Vincent Lefebvre, qui est le directeur des collections du musée Guimet, et qui nous parlera de cette question du point de vue de l'établissement qui nous accueille, et comment un établissement comme celui-ci s'est inscrit aussi dans cette démarche de préservation du patrimoine. Mais en premier lieu, nous allons vous entendre, cher monsieur, et je crois que vous vous adresserez à nous depuis le pupitre qui est là-bas situé pour nous passer aussi quelques images. Mais Vous êtes fatigué, ça a été intense, intéressant. Je voudrais très rapidement parler du présent pour parler de l'avenir. Et je vais vous montrer quelques images rapidement de quelles ont été les activités depuis 2002. D'ailleurs, le premier écran semblait comme une de ces maisons qui disait, le restaurant qui dit établi depuis 2002. Bon, nous sommes établis en Afghanistan depuis 2002. Et quelles ont été très rapidement nos interventions pendant ces dernières 20 ans, aujourd'hui, surtout des interventions dans les cœurs de ville, comme en Herat, avec traitement des quartiers, des monuments importants. D'ailleurs, j'espère que ces images en couleur récente vont vous rafraîchir un peu des images documentaires anciennes, vintage, qu'on a vues pendant toute la journée et pour lesquelles on n'a pas besoin des lunettes de soleil. Donc, on a été à Herat, on a parlé... le docteur Haas a parlé des activités dans Kalat Ikhtiaruddin à Herat. Dans ces autres monuments là, que je vous passe très rapidement parce que vous les connaissez très bien, on a concentré nos opérations à Balkh. Inutile de vous présenter ces monuments Nogumbad que vous connaissez aussi parfaitement. Et on a surtout concentré nos opérations à Kaboul. Vous voyez dans ces images les différents quartiers qu'on a traités. Nos opérations consistent dans le cadre des programmes de ville historique de l'Aga Khan Trust for Culture
toujours nommé Fondation Aga Khan pour la culture, je ne sais pas pourquoi, parce que trust en français probablement a des connotations très négatives, plus si vous êtes en Suisse. Les buts de ces programmes de l'Aga Khan Trust for Culture pour les villes historiques, c'est à partir de la réhabilitation, la restauration du patrimoine culturel, insérer dans les communautés qui vivent dans ces villes des nouveaux éléments qui catalysent des développements sociaux et économiques. Et ça a été particulièrement important pour nous de le faire à Kaboul. Vous avez ici une image des jardins des Babour, des Bagh et Babour, après les travaux de restauration, de réhabilitation. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas un seul arbre. Nous avons planté 3300 arbres. Aujourd'hui, ces jardins, ensemble avec d'autres parcs que nous avons fait à Kaboul, comme Chihil Situn, celui-ci a été financé à 100% par les gouvernements allemands. Ces parcs constituent pas seulement un lieu de rencontre pour la communauté locale, où se mélangent les ethnies, se mélangent les familles, mais sont aussi, ils génèrent de l'emploi, mais aussi, et ça va vous surprendre, sont des équipements qui génèrent suffisamment de ressources pour ne pas avoir besoin de subventions pour ces opérations. Donc, nous n'essayons pas d'amortir l'investissement fait de plusieurs dizaines de millions de dollars, mais ça sont pour la communauté, comme les parcs qui entourent aussi Timur Shah, sont des équipements soutenables. Et en plus, nous avons dans ces endroits établi, dans toutes les villes historiques où nous travaillons, et pas seulement en Afghanistan, au Pakistan, en Égypte, en Syrie, dans tous ces endroits, nous avons établi un système d'opération sur la base des accords publics-privés, ce que nous appelons les PPPs, Public-Private Partnership Agreements. C'est-à-dire que ces accords, en plus, réussissent à amener dans ces activités des ressources du secteur public. Et vous verrez tout de suite sur les côtés financiers quel a été notre investissement en Afghanistan et quelles sont les ressources investies par l'Aga Khan Trust for Culture, AKTC, et quelles sont les ressources qui ont été investies par le secteur public et depuis son existence par ALIF, qui est notre partenaire privé le plus important. Ici, vous avez une image d'un autre site à Kaboul pour vous donner une idée de quel type de patrimoine nous traitons. Et Ajmal Marwandi, notre directeur général en Afghanistan, qui est là en première rangée, vous parlera en détail demain. C'est les machines Khana, ou une vieille photo, pour revenir aux photos d'avant, les vintage, et que nous sommes en train de traiter, de transformer, et vous aurez tous les détails demain dans la réunion. Nous avons, à Kaboul, travaillé dans les quartiers, dans les infrastructures, dans les espaces publics, et finalement, pour finir mon intervention, fait un investissement depuis 20 ans d'un total de 104 millions. Ça représente à peine les 10% du total qui a été investi en Afghanistan par notre maison mère, les Aga Khan Development Network, c'est-à-dire une agence de développement présidée par Son Altesse l'Aga Khan, la plus grande agence de développement de caractère privé qui existe au monde, qui a dépensé pendant ces 20 ans $1 milliard en Afghanistan, notamment dans des équipements santé, des hôpitaux, des écoles, etc., etc. Et comme vous voyez, comme je disais avant, nous avons réussi à financer 38% des fonds propres des AKTC, tandis que 62%, ce sont des fonds produits par des gouvernements, surtout des gouvernements européens. J'ai pensé ce matin, en écoutant les archéologues, et j'ai une formation d'archéologue aussi, j'espère que je ne vais pas offendre les archéologues, j'ai pensé en écoutant les archéologues ce matin qu'ils parlaient d'un autre pays, d'un pays qui est dans l'ostracisme d'une autre planète. Je ne pensais pas qu'il parlait d'un pays qui existe sur la planète Terre. Parce que vous m'avez donné, mes chers collègues archéologues, l'impression que vous avez baissé les bras et que vous allez simplement continuer à publier. Mais vous n'avez pas posé la question, qu'est-ce que vous allez faire en Afghanistan dans les années à partir de maintenant, avec un nouveau
gouvernement, avec un nouveau régime que nous tous détestons, mais qu'est-ce que vous allez faire pour préserver la mémoire d'une société qui continue au-delà des gouvernements? Et c'est ça la question. Quel est l'avenir? Nous avons vu que le patrimoine culturel est un élément indispensable pour les sociétés. Et Alif a compris très bien, depuis sa fondation et par la définition de sa mission institutionnelle, a compris l'importance du patrimoine culturel. Ce n'est pas un luxe, c'est une certaine forme, les structures des sociétés basées sur une identité. Et alors, quelle est notre responsabilité concernant l'avenir du patrimoine culturel afghan, patrimoine culturel considéré comme base pour l'éducation de tous? Et je voudrais faire une chose, je suis en profond désaccord avec des choses que j'ai écoutées ce matin. Je suis en désaccord sur les principes faciles à dire, à l'extérieur de l'Afghanistan, que l'actuel régime ne s'occupe pas, comment dirais-je, maintient la même attitude concernant les patrimoines culturels que ses prédécesseurs qui ont été mis à la porte d'Afghanistan à la fin 2001. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le gouvernement actuel a compris que c'était une mauvaise opération. Je ne dis pas que ce soit une question de vertu. Je crois que c'est une question d'intelligence. Le gouvernement actuel a compris que c'était une bataille inutile d'essayer de s'attaquer au patrimoine culturel. Je pense que beaucoup de dirigeants actuels du gouvernement taliban pensent qu'avoir bombardé, dynamité les Bouddhas des Bamiyan était une erreur colossale. En conséquence, je voudrais mettre en question ces affirmations trop rapides que le trafic illicite a augmenté. Nous avons, et c'est peut-être prématuré de le dire, nous avons les indications que le trafic illicite est mieux contrôlé aujourd'hui qu'avant. Il y a une raison très simple pour le dire. Les peines aujourd'hui sont énormes. On vous coupe les mains si on vous prie avec un pillage d'un site archéologique. Donc, il faut attendre avant d'affirmer que le régime actuel maintient les mêmes attitudes que le régime taliban qui est parti à la retraite temporairement en 2001. Deuxièmement, nous pouvons continuer à travailler en Afghanistan. J'espère que les archéologues aussi. Nous continuons avec le nouveau régime à travailler exactement comme avant, dans les mêmes projets. Peut-être parce que nos projets sont considérés par les gouvernements actuels comme projets d'intérêt social. Mais nous pouvons continuer, et nous avons ici le représentant permanent de Aga Khan Development Network, Akbar Pesnani, qui pourrait vous répondre à des questions si vous avez des questions sur le sujet. Nous pouvons continuer à travailler exactement de la même façon. Nous détestons ce que nous voyons qui se passe dans les pays. Nous sommes profondément blessés par les attitudes envers les femmes, envers l'éducation, etc., etc. Mais nous, pour une raison d'intérêt public, nous continuons à travailler en Afghanistan. Et c'est ça que je voudrais vous proposer comme débat tout à l'heure. Devons-nous continuer à travailler en Afghanistan? Si oui, comment? Merci. Merci de ces éléments de réflexion. Merci d'avoir ainsi posé les questions de notre deuxième partie. En effet, et la question du comment est importante. La question que vous posez pour conclure votre propos est une question que nous nous posons dans beaucoup de zones de conflit. La manière de persévérer dans un certain nombre de coopérations quand, au niveau politique, les choses ne sont plus possibles. Ce sont des questions qui sont aussi les nôtres et qui sont celles d'Alif, je crois, dans un certain nombre de lieux, et peut-être que Valérie Freland, au travers de sa présentation, lui aussi nous donnera quelques premiers éléments sur lesquels nous reviendrons, et je crois qu'il faut aussi aller au pupitre, puisqu'il y a une présentation, ce qui ne sera pas votre cas. Merci Charles. Merci Louis, c'est toujours difficile d'intervenir après toi, parce que tu es toujours très éloquent. Je voudrais dire aussi mon émotion parce que j'étais en Afghanistan il y a 18 mois et j'ai passé une semaine avec mes collègues
et le directeur à l'époque des Antiquités, Nouri Agha-Nouri, et puis naturellement on était aussi avec l'Agha-Khan et Ajmal, et j'ai croisé Nouri Agha-Nouri après 18 mois ici dans les couloirs, et j'avoue que c'était très émouvant puisque nous sommes allés sur tant de sites ensemble. Alif, peut-être quelques mots, je suis désolé, je ne veux pas faire de promotion d'Alif, mais simplement vous dire qui on est, parce que nous ne sommes pas la DAFA, nous n'avons pas 100 ans, nous avons 5 ans. Et donc, peut-être qu'il est utile de rappeler qui nous sommes. Au Quai d'Orsay, on nous connaît bien, au ministère de la Culture aussi, mais peut-être pas dans d'autres enceintes. Donc, rapidement, vous dire que Alif a été créé parce que Bamiyan, dans une certaine mesure, même si on a attendu un certain nombre d'années avant de créer Alif, puisque nous avons été créés à l'initiative de la France et des Émirats Arabes Unis en 2017 à Genève. Donc, je suis le voisin, d'ailleurs maintenant, de 200 mètres de mon ami Louis. Et nous avons été créés parce que Bamiyan, parce que Palmyre, parce que Tombouctou, etc. Et je dois dire que ceux qui nous ont créés étaient assez visionnaires, parce que je crois que plus que jamais, le patrimoine est devenu une cible, voire une arme de guerre dans les conflits régionaux auxquels nous assistons aujourd'hui, que ce soit en Ukraine ou à Arménie, Azerbaïdjan. Donc Alif, rapidement, c'est une fondation de droit privé qui est à Genève, qui est soutenue par 17 donateurs, et notamment des États du Golfe, mais aussi des fondations privées, et puis récemment l'Union européenne, ce qui est pour nous un soutien déterminant. C'est à la fois un instrument financier, mais aussi scientifique. Vous avez, je crois, vu tout à l'heure Maya Kominko, qui est directrice scientifique et des programmes d'Alif. Il y a vraiment un accompagnement scientifique et technique très, très approfondi avec nos partenaires et leurs projets. Je dois avouer que un peu moins avec l'Agha-Khan, parce que bon, c'est quand même la crème de la crème, Agha-Khan. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de nos accompagnements scientifiques, mais d'autres opérateurs, oui, parce qu'en réalité, c'est très difficile d'intervenir dans les zones en conflit. Et contrairement peut-être à l'idée qu'on avait lorsqu'on a créé Alif, il y a très peu d'ONG et très peu d'institutions culturelles et patrimoniales qui sont capables d'intervenir dans le conflit pour faire autre chose que des fouilles, mais pour faire de la réhabilitation en impliquant les communautés, etc. Notre objectif, c'est protéger le patrimoine pour construire la paix. Et puis notre méthode, c'est l'action, l'action, l'action. Alors peut-être parce que nous sommes une fondation privée, peut-être parce que nous sommes aussi dirigés par un philanthrope américain. Mais c'est vrai que notre souci, c'est pas seulement de faire de la formation, mais c'est aussi faire en sorte que chaque projet soit un projet qui permette d'aboutir à une réalisation, que ce soit une protection concrète, une réhabilitation concrète. Comment on intervient? Eh bien, on lance régulièrement des appels à projets. Pour être honnête, on en a lancé tellement ces 4 premières années que l'année prochaine, je pense qu'on n'en lancera pas, parce qu'il faut qu'on gère les 200 projets qu'on a engrangés et qui nous demandent beaucoup plus d'engagement qu'on ne pouvait l'imaginer au départ, encore une fois, parce qu'on n'intervient que dans des zones très difficiles, qui sont des zones de guerre, parfois des zones de corruption, parfois des zones où il y a très peu d'ONG, etc. Et donc, par conséquent, nous allons ralentir le rythme des appels et gérer déjà les 200 projets lancés dans le domaine à la fois du patrimoine tangible et intangible, et nous intervenons avant, pendant et après les conflits. Et donc, ce qui nous amène à avoir un champ d'intervention très large aujourd'hui, puisque nous sommes dans une trentaine de pays, essentiellement quand même le Moyen-Orient, mais aussi l'Afghanistan, qui est avec l'Irak l'un de nos principaux pays, le Yémen, etc., et puis l'Afrique, et un peu l'Asie et l'Amérique latine. Un des traits d'Alif, c'est son agilité, et l'Ukraine l'a illustré, c'est-à-dire qu'en Ukraine aujourd'hui, Alif, grâce à la mobilisation de l'équipe, d'une gouvernance extrêmement flexible et rapide, a été en mesure de soutenir la protection concrète, mais vraiment concrète, c'est-à-dire avec des caisses, avec du matériel anti-feu, etc., anti-incendie, de plus de 160 musées, bibliothèques et archives en Ukraine. Et quand je dis protéger, c'est vraiment de la manière la plus concrète. Ça, c'est le musée d'Odessa, le musée de Fine Art d'Odessa. Alors, l'Afghanistan, vous le savez tous mieux que moi, parce que vous êtes des spécialistes, c'est un patrimoine, dans une certaine mesure, en péril. Un exemple avec, naturellement, les 2 sites au patrimoine mondial de l'UNESCO, que sont le minaret de Jam et Bamiyan. Il se trouve que le minaret de Jam, nous y travaillons avec l'UNESCO depuis 2 ans, avec les difficultés que l'on sait sur le terrain. L'inquiétude, elle concerne naturellement le patrimoine matériel, mais je dirais malgré tout, mon cher
Louis, le patrimoine immatériel quand même aujourd'hui, dans le contexte politique de l'Afghanistan, puisqu'on sait, on a les témoignages d'atteintes portées au patrimoine musical notamment, y compris aux musiciens eux-mêmes. Et c'est une inquiétude que nous partageons avec l'Agacan. L'Afghanistan est une priorité pour nous et nous avons engagé depuis 4 ans 23 projets pour près de 12 millions de dollars, avec comme orientation l'idée qu'on considère que l'Afghanistan, dans son ensemble, est en conflit et donc tout le patrimoine afghan nous intéresse et mérite notre protection. Le fait que nous essayons de contribuer à la protection du patrimoine dans sa diversité historique, culturelle et religieuse, y compris récemment, par exemple, avec une synagogue à Herat, qui est un projet porté avec une ONG HCO. On s'intéresse au patrimoine matériel et immatériel. On a fait assez peu de protection du patrimoine immatériel, mais on a quand même un projet avec Turquoise Montaigne pour le patrimoine, notamment la tradition de tapis, la tradition de tambor, donc un instrument de musique afghan, et encore la tradition des carreaux de faïence afghans avec Turquoise Montaigne. On essaie de contribuer aussi à la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. La façon dont on travaille, nous, on peut contribuer à la formation des intervenants, que ce soit des archéologues, que ce soit de la police, les douanes, etc. Mais on essaye surtout d'être en protection des sites eux-mêmes, ce qui, il est vrai, assez difficile en Afghanistan. Et notre souci, c'est toujours de soutenir des projets qui ont une capacité de création d'emplois et de développement économique et social. Et je dois dire que c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec l'Agacan, parce que c'est quand même eux aussi leur priorité. Comment travaillons-nous aujourd'hui en Afghanistan? Alors, je vais peut-être aller déjà un peu sur les questions de la prochaine question, Charles, mais en fait, on s'est posé la question après l'arrivée des talibans. Est-ce qu'on continue ou pas à travailler en Afghanistan? On a observé pendant quelques semaines et puis on a réfléchi, on s'est dit, comme l'Agacan, il faut continuer. Notre mission première, c'est de soutenir, de protéger le patrimoine dans le monde. Alors, comme en plus c'est dans les zones en conflit, si à chaque fois on doit s'arrêter parce qu'il y a un problème, bon, on peut aussi fermer la boutique. Et d'ailleurs, ce qui fait que Alif est présent dans toutes les zones de conflit, à l'exception encore aujourd'hui d'une seule, qui est la Syrie sous contrôle de Bachar el-Assad. Mais sinon, nous sommes partout. Et donc, on a dit, on continue en fonction de l'importance du patrimoine en question, en travaillant avec des opérateurs de confiance, et c'est le cas de l'Agacan, Turquoise Montaigne, d'HCO, etc. On voudrait travailler avec la DAFA, mais la DAFA voudrait travailler en Afghanistan. Et donc, on fait attention aussi aux retombées économiques et sociales, et puis naturellement au respect par les porteurs de projets de nos valeurs. Et je crois que ça ne pose pas trop de problème à l'Agacan notamment, à Turquoise Montaigne, de respecter un certain nombre de valeurs, notamment l'égalité femmes-hommes. Voilà. Et puis naturellement, il est important de veiller à la sécurité des équipes. Voilà, rapidement, Minaret de Jam, UNESCO, on y travaille avec eux, ils ont lancé tout un tas de travaux d'assainissement, etc. Balaïssar, Kaboul, je pense que Ajmal en parlera peut-être demain, mais c'est un projet magnifique que vous connaissez sans doute, cette citadelle au cœur de Kaboul. Et le travail continue, un projet qui va créer plus de 1000 emplois sur 4 ans. Et 1000 emplois, c'est 1000 familles, comme on le sait. Donc c'est quand même décisif dans la situation humanitaire actuelle. Nous travaillons donc, je l'ai dit, avec Turquoise Montaigne sur à la fois la réhabilitation de Mourad Khani à Kaboul, mais aussi du patrimoine immatériel. Ça, c'est des projets qui sont achevés. Et puis un projet absolument sublime avec HCO, qui est la réhabilitation du stupa de Shewaki, qui est un lieu où j'étais justement avec Noura Aganouri il y a encore 18 mois, et qui a été restauré avec des photos récentes qui montrent l'incroyable travail qui a été fait pour faire apparaître tout le dispositif qui existait autour de ce stupa qui avait été abîmé, explosé au sommet. Et le projet est aujourd'hui quasiment achevé. On travaille aussi avec une ONG locale qui est bien connue en Afghanistan, AFO, pour la protection d'un site bouddhique qui est dans le centre de Kaboul. On travaille... alors, avec la DAFA, on avait commencé à travailler, mais là, on ne travaille plus. Je ne sais pas si Philippe est dans la salle, il nous dira où on en est des projets Alif, DAFA.
Voilà. Et puis, Mecenac, c'est quand même l'un des sites bouddhiques les plus forts, les plus emblématiques d'Afghanistan, très certainement, du monde sans doute. Et donc là, on réfléchit à la manière de protéger ce site qui, comme vous le savez, doit faire l'objet d'une exploitation minière. Voilà, merci beaucoup. Merci Valérie de cette présentation à la fois de l'IF et puis de votre action en Afghanistan et qui nous ouvre aussi, qui ouvre aussi la réflexion. Et peut-être pour continuer, on va entendre Stéphanie Sala pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Pour le ministère, donc nous, notre relation avec l'Afghanistan, c'est 1922. On est en train d'en fêter le centenaire et c'est une histoire particulière parce qu'elle a commencé par l'archéologie. Donc les relations politiques ont suivi en fait les relations archéologiques. Et donc notre politique patrimoniale est venue en fait après. On a commencé par l'archéologie et c'est un peu le développement qu'on trouve partout dans le monde, où on a commencé avec des fouilles, dans le pôle dans lequel je travaille, on suit les travaux de la commission des fouilles, donc c'est des missions de fouilles qu'on finance dans le monde. On en a 160 aujourd'hui, dans un peu plus de 70 pays. Et une des évolutions qu'il y a eu avec ces missions de fouilles qui permettent en fait de développer notamment la formation et les relations bilatérales avec les institutions archéologiques dans les pays, c'est que depuis quelques années, on nous demande aussi de faire de la valorisation patrimoniale. Donc ça, c'est une des évolutions. Et donc, en Afghanistan, ça a suivi cette évolution aussi. Donc, l'action qu'on a pu avoir s'est faite essentiellement à travers la DAFA. Valérie et monsieur de l'Agacan ont présenté plusieurs projets où la DAFA était impliquée. Il y a le projet de Balaïssar et de Messaïnak auquel je pense. La DAFA a aussi développé pas mal de formations pour les archéologues, les topographes sur place. Et il y a eu un travail aussi sur l'idée d'une carte archéologique afghane qui permettait de lister les sites et d'avoir une idée plus précise sur ce qui se trouvait dans le pays. Donc voilà, en gros, ce que nous avons pu faire. Et puis, avec l'arrivée des talibans, nous avons cessé d'avoir des relations en fait, avec ce gouvernement que nous ne reconnaissons pas. Donc, en effet, les actions de terrain ont dû s'arrêter. Mais la DAFA continue, en fait, et le ministère aussi, de développer cette relation patrimoniale alors à distance. C'est ce qu'on retrouve dans d'autres pays aussi, malheureusement. Et comme le disait Valérie, le patrimoine est vraiment devenu quelque chose qui est de plus en plus ciblé. Il y a beaucoup de crises, donc on a souvent aujourd'hui des actions à distance, notamment en archéologie. Et pour nous, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la formation, et ça c'est très important pour nous de pouvoir continuer à faire de la formation vis-à-vis des Afghans et des Afghanes qui sont encore en Afghanistan. Et ça, on le prend en charge à travers des bourses notamment. C'est aussi une façon de garder le lien avec la société civile afghane et de préparer l'après aussi. Parce que là, on est dans une phase politique, mais les relations, elles sont à plus long terme. Donc ça, on le fait à travers ces bourses. Il y a aussi des formations en français qui ont été développées, notamment par Philippe, donc le directeur de la DAFA, pour permettre à ces Afghans de pouvoir ensuite venir suivre des formations en France. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est faire connaître ce patrimoine afghan. Ça, c'est important, sensibiliser ici les Français à l'existence de ce patrimoine très riche et très divers, avec une identité très diverse. Et donc, le centenaire de la DAFA était une bonne occasion pour le montrer, avec ses colloques, avec les publications qui sont sorties, les films documentaires. Ça a été un moment c'est un moment qui permet de mettre en lumière ce patrimoine. Je pense aussi au portail Afghanistan qui a été fait en lien avec le ministère de la Culture, sur lequel qui est accessible en français et en dari, qui donne à voir ce patrimoine. Enfin, et dans le cadre de la politique générale du ministère, donc nous on est très sensibles à la lutte contre les trafics. Donc on a, à travers la DAFA, soutenu la montée de cette task force qui suit les possibles trafics en lien avec vous.
donc qui permet de former aussi des Afghans à ces questions-là. La DAFA aussi participe dans plusieurs formats à des observatoires. Ils essayent de suivre ce qui se passe. Voilà, pour éviter que ce qui se passe donne lieu à des trafics, comme on a pu le voir dans d'autres contextes de crise. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être du côté du musée Guimet, comment un établissement public, à Paris cette fois-ci, agit dans ce cadre. Alors, le musée Guimet, il en a été beaucoup question depuis ce matin, donc je vais essayer de ne pas répéter ce qu'on a déjà dit. Je n'ai pas préparé de PowerPoint parce qu'ici on a la chance que si vous voulez voir les œuvres, eh ben, il suffit de sortir de cette salle, pas tout de suite, hein, vous attendez la fin de la table ronde, mais donc on a la possibilité aussi bien dans l'exposition que dans les collections permanentes de voir ce patrimoine. Alors peut-être pour rappeler quelles sont les missions d'un musée, a fortiori d'un musée national, mais d'un musée en général, on pourrait les résumer à 3 grands axes: la préservation, l'étude et la diffusion. Les 2 premiers points, finalement, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. La préservation, la conservation, c'est-à-dire le fait de pouvoir transmettre du mieux possible aux générations futures le patrimoine ou ce qu'il en reste jusqu'à présent. Eh bien, ça, c'est évidemment quelque chose que nous nous attachons à faire pour l'ensemble de nos collections, mais a fortiori pour celles d'Afghanistan qui, comme vous l'avez vu, sont issues de ce partage qui est consécutif à l'accord de 1922. Et on voit bien avec les photos qu'on a vues tout à l'heure de la tragédie du musée de Kaboul, à quel point le fait de préserver la partie française de ce patrimoine, évidemment, a un rôle important, j'allais dire, pour l'humanité tout entière, hein, parce qu'on ne le préserve pas, ce n'est pas les collections nationales françaises, même si juridiquement maintenant elles le sont, mais il s'agit de les préserver pour le monde entier. Et c'est un peu dans cette idée que lorsque nous avons commencé à organiser l'exposition qui a lieu à présent, nous avions envisagé dans un premier temps, je l'ai rappelé brièvement ce matin, de faire appel aussi à des prêts du musée de Kaboul, parce que ça avait du sens justement, historiquement, de rapprocher ces œuvres que l'histoire a séparées, même si cette histoire leur permet aussi une forme de préservation. Quand la situation a commencé à se tendre assez fortement à Kaboul, nous avons envisagé de pouvoir faire venir ces œuvres plus tôt, puisque évidemment pour un prêt normal, une exposition, les œuvres arrivent quelques jours, quelques semaines avant l'ouverture de l'exposition. Là, on a essayé de les faire venir avec l'aide d'Alif, entre autres, plus d'1 an avant, ce qui, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer, évidemment. Alors, les nouvelles aujourd'hui sont plutôt rassurantes. Apparemment, les choses, enfin, il n'y a pas eu de destruction au musée de Kaboul. Et on croise les doigts, évidemment, pour que ça se maintienne comme ça. Mais à l'époque, vu ce qui s'était passé autrefois, on pouvait avoir des grosses craintes. Et donc, on avait l'idée non seulement de faire venir les œuvres pour pouvoir les présenter dans l'exposition, mais aussi, en quelque sorte, pour les mettre à l'abri, puisque c'était aussi une des choses qui est importante, qui a présidé à la création d'Alif, c'était la possibilité de créer, de mettre en place ce qu'on appelle en bon français des safe havens, donc pouvoir mettre à l'abri des œuvres qui seraient possiblement en danger à cause d'un conflit ou éventuellement de problèmes d'ordre plus naturel. Bon, finalement, Kaboul est tombé plus vite qu'on ne le pensait. Et vous vous souvenez, toutes les difficultés qui ont consisté à l'évacuation des personnes, donc l'évacuation des biens, évidemment, passaient après, ce qui est parfaitement normal. Donc ça, c'est pour l'aspect préservation. L'aspect étude, ça, je crois qu'on en a énormément parlé depuis ce matin. Et la grande force d'un musée comme Guimet dans le domaine de l'Afghanistan, c'est à la fois l'ampleur de ses collections, mais le fait que, et ça, c'est finalement c'est pas si fréquent que ça, ce sont des collections qui sont extrêmement bien documentées en termes de provenance. Ce qui, pour un musée qui touche au patrimoine extra-occidental et au patrimoine archéologique, n'est quand même pas toujours aussi fréquent, même si je dirais qu'une autre grosse collection
archéologique, celle du Cambodge, est elle aussi, pour des raisons historiques, assez bien documentée. Mais donc, à côté des objets, nous avons aussi ces archives papier, cette documentation photographique qui est extrêmement importante en interne, évidemment, pour les équipes du musée, mais aussi pour l'ensemble des chercheurs. Et là aussi, ça fait partie de la mémoire à la fois du patrimoine tangible et patrimoine intangible. Mais, et c'est là où je voulais en venir, donc le troisième point, c'est celui de la diffusion. Il y a une question qui a été posée ce matin à très juste titre, c'est-à-dire, vous êtes bien gentils, vous les archéologues, je suis archéologue moi-même, donc je me mets dans le... Je prends ma part. Vous parlez entre vous, mais qu'est-ce qu'il en est en quoi votre travail bénéficie aux populations locales, à un public plus large? Et justement, le rôle d'un musée, c'est bien d'être dans ce rôle d'intermédiaire entre le monde académique, le monde savant et le grand public en général. Et le rôle d'une exposition en particulier, c'est de faire connaître, je vais employer ce mot que certains n'aiment pas, mais de vulgariser les connaissances pour les mettre à la disposition du plus grand nombre. Et ce faisant aussi d'attirer l'attention sur non seulement sur une histoire, mais aussi la situation d'un pays. Et il se trouve, on l'a rappelé aussi, que lors de la décennie qui vient de s'écouler, le musée Guimet a organisé 3 grandes expositions consacrées à l'Afghanistan, qui correspondent chacune à 3 grands moments dans l'histoire de ce pays. 2002-2003, d'abord à Barcelone, puis à Paris. 2006, lorsque là il y avait une phase d'espoir et lorsque les œuvres que l'on croyait perdues au musée de Kaboul ont été retrouvées, et puis là maintenant la célébration du centenaire de la DAFA qu'on avait conçu tout d'abord, enfin on ne pensait pas que les talibans allaient revenir lorsqu'on avait commencé à travailler sur ce projet. Mais c'est important donc de marquer aussi cette actualité. Et on a parlé aussi donc du patrimoine intangible, de l'avenir, et là peut-être que j'anticipe un petit peu sur la suite du débat, mais ce qui nous a paru important d'emblée, et notamment avec Nicolas, c'est que cette grande exposition patrimoniale, très historique, archéologique, ce qui est, j'allais dire, presque le fonds de commerce du musée Guimet, s'accompagne aussi d'une autre opération portant sur l'Afghanistan contemporain. Et donc c'est l'exposition Sur le fil, qui est importante parce qu'elle met à la fois l'accent sur le patrimoine immatériel, c'est-à-dire un savoir-faire sur les techniques textiles qu'il faut également préserver et qui sont, elles aussi, en danger. C'est mettre l'accent sur le travail effectué par des communautés vivantes et notamment des communautés féminines. Et ça, évidemment, dans le contexte actuel, c'est important de le promouvoir. Mais ce qui est intéressant dans les œuvres qui sont présentées, c'est que il ne s'agit pas simplement de préserver des techniques, mais aussi de les réinterpréter, d'en faire un outil de création et donc quelque chose qui s'ouvre aussi vers l'avenir. Et je trouve que dans cette exposition, cette petite présentation, il y a un message d'espoir aussi qui est offert. Alors ensuite, peut-être qu'on va revenir, mais c'est peut-être la deuxième partie, sur des opérations peut-être plus concrètes que le musée peut mener pour accompagner nos collègues afghans. Merci beaucoup. Moi, ce que je constate, c'est que depuis, disons, 2013 principalement, 2013, 2014, les destructions de Daesh, un certain nombre, parle pour ce que je connais en France, un certain nombre d'acteurs ont appris aussi à travailler ensemble. Et à travailler dans ces contextes complexes d'instabilité politique, parfois militaire, etc. Et ces acteurs, et je crois que ça a été aussi ce que nous avons appris de ces crises précédentes, c'est que ces acteurs peuvent être, comme le disait tout à l'heure Valérie, des associations qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le patrimoine au départ, mais qui se trouvaient là, présente et active sur le terrain, et que Alif, par exemple, a pu renforcer dans cette capacité à agir pour le patrimoine, des institutions publiques, des entreprises privées, par exemple, on a en tête Iconem, des institutions internationales, mais aussi des ministères, des institutions qui n'avaient pas l'habitude de se projeter
à l'extérieur, mais qui ont, à travers un certain nombre d'actions, dont celles qui sont propres à un musée, participé à cet effort collectif. Et je trouve qu'il y a une espèce et on l'a bien vu, je trouve, hier soir, quand Alif nous a réunis, pour certains d'entre nous, en fait, il y a une connaissance petit à petit importante, réciproque, qui s'est faite entre ces différents acteurs et qui nous permet, je crois, d'être plus habitués à pouvoir résoudre ce que vous disiez au début, c'est-à-dire ce moment où les relations politiques s'interrompent et où on se demande ce que l'on peut faire malgré cette interruption des relations politiques. Et je crois qu'aujourd'hui, on est un peu plus... alors, il y a sans doute encore des blocages, c'est difficile parce que les opinions aussi sont très mobilisées. Il y a beaucoup d'émotions aussi dans tout cela. Et c'est bien normal. Il y a beaucoup de souffrance également, ce qui a été dit. Mais il y a aussi cette idée que le fil ne doit pas être rompu. Et ça, je crois, moi, je l'ai vu en quelques années, cette idée-là a progressé. Et grâce justement à cette multiplicité d'acteurs, cette capacité d'être plus souple et de savoir moduler aussi les actions suivant les moments difficiles de la relation politique. Mais je vous laisse la parole pour poursuivre cette question. Est-ce que vous voulez la reprendre sur ce point? Je crois que ce qui est important, c'est la société civile. La société civile en Afghanistan et la société civile à l'extérieur de l'Afghanistan. Quel rôle peut jouer dans un moment, comme vous dites, d'interruption des relations diplomatiques? Nous savons très bien que la première réaction politique, c'est un embargo, ce sont des sanctions. Mais ça, une fois les sanctions ont été appliquées, sont inutiles. Surtout dans des populations comme la population afghane, qui a déjà beaucoup souffert et qui est disposée à continuer à souffrir. Une autre chose, c'est vrai que si nous pensons à des sanctions sur les populations, nos populations européennes, comme elles supporteraient ça. Mais ça c'est à voir. Peut-être, j'espère bien que non. Donc, je pense qu'ici, la communauté savante, la communauté scientifique, doit jouer un rôle au-delà des crises politiques. C'est ça les problèmes. Et comment arriver à des accords pour que ce soit possible, via les ressources de la société civile, de la communauté savante, continuer à aider les communautés qui sont sous une situation de politique qui a déterminé une rupture avec nos pays d'Occident. Merci. C'est vrai que moi, je complète le propos que j'avais précédemment, mais pour mesurer un peu le chemin parcouru, je me souviens au début aussi sur la question de la Syrie qu'a évoqué les personnes qui disaient qu'il fallait maintenir ce lien avec la société civile se voyaient attaquer très violemment, y compris dans la presse. Enfin, je constate que sur l'Afghanistan, aujourd'hui, on peut avoir un discours, alors qui souffre des contestations, bien sûr, hein, et sur lequel on peut ne pas être d'accord, mais le débat n'est plus aussi virulent. Il y a des positions tranchées, mais il n'est plus aussi virulent, et on peut exprimer un certain nombre de positions qui peuvent être un peu discordantes. Peut-être pour prolonger ce que disait Louis, de mon côté, peut-être du côté d'Alif, même si je ne sais pas si l'ensemble de ma gouvernance est sur cette ligne, mais mon sentiment, c'est que, comme on a pu évoquer il y a 20 ans l'exception culturelle, moi je voudrais aujourd'hui pouvoir évoquer l'exception patrimoniale, c'est-à-dire que considérer que le patrimoine appartient aux populations locales, aux communautés, aux nations. Il appartient aussi à chacun d'entre nous et que donc par conséquent, on devrait pouvoir le protéger partout où il est mis en danger, quelles que soient les autorités politiques et si possible en nous appuyant sur une société civile autonome, indépendante et des opérateurs indépendants. Et donc je pense que c'est cette idée aussi qu'il faut peut-être pousser de l'exception patrimoniale. Ce patrimoine nous appartient à tous. Et donc, il faut le protéger partout. La deuxième chose, c'est que concrètement, par exemple, en Afghanistan, naturellement, on est très sensible à la question du sort des femmes, hein, même si je pense que Ajmal, Louise pourrait en parler de manière plus précise sur la situation réelle en Afghanistan. Et donc, chez Alif, nous avons essayé aussi de voir comment on pouvait, malgré tout,
soutenir les femmes, parfois peut-être modestement, mais les soutenir malgré tout. Et donc, on a par exemple soutenu un projet qui n'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude, mais un projet de Radio Begum, qui est une radio pour les femmes, et qui a un projet de sensibilisation au patrimoine. Et donc, c'est un petit projet, mais ça nous a permis aussi d'être aux côtés des femmes afghanes. Merci beaucoup. Peut-être vous nous aviez annoncé un certain nombre de points. Donc. Oui, alors bon, pour le musée Guimet, là, pour l'instant, nous, on n'a pas la possibilité d'intervenir sur place, ne serait-ce que, enfin, étant une institution nationale, évidemment, nous devons aussi de respecter la position de la France qui ne reconnaît pas le gouvernement actuel. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas se voiler la face. En termes de possibilités d'intervention, d'un point de vue strictement matériel, la section afghane du musée Guimet, c'est une personne particulièrement remarquable, Nicolas Engel, mais c'est une personne toute seule. Donc voilà, il n'y a pas non plus une force de frappe qui ne peut pas se démultiplier. Il se démultiplie déjà beaucoup, mais il ne peut pas être à la fois au musée, en Afghanistan, enfin, ça serait compliqué. Mais là où, alors, ce qui a été rappelé précédemment cet après-midi, c'est que lorsqu'il y a une possibilité de retourner sur place, le musée Guimet a accompagné ses collègues du musée de Kaboul pour donner des conseils et aider à la restauration d'un certain nombre de pièces. Et on espère pouvoir renouer ça dans un avenir pas trop lointain. Mais ce qu'on peut faire dans l'immédiat, c'est aider à la formation. Et parce que la formation, c'est aussi, enfin, pardon de dire une évidence, mais enfin, c'est ce qui permet de préparer l'avenir. Et pour ce faire, donc, nous sommes un petit peu équipés, si je puis dire, en signant des différentes conventions avec des partenaires, parce qu'on l'a dit aussi, c'est un travail qu'on ne peut pas effectuer seul, c'est seulement des réseaux qui peuvent travailler ensemble. Et nous avons, donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché avec beaucoup de bonheur de la Fondation INALCO en nous associant à la création de cette chaire sur les arts et le patrimoine de l'Afghanistan. Et on a également signé une convention avec l'Université Paris-Lumière. Et ces deux conventions vont nous permettre, en tout cas pour l'instant c'est un peu théorique, mais on peut le faire, de bénéficier du programme PAUSE pour accueillir des étudiants ou des étudiants un peu avancés ou de jeunes professionnels du patrimoine pour pouvoir les accueillir dans un cadre un peu légal, les accompagner sur une voie diplômante. Et donc ça, là, l'occasion ne s'est pas encore présentée de le mettre en action, mais au moins on est, enfin si l'occasion se présente, nous on est prêts, on est dans les starting blocks. Peut-être pour compléter, parce qu'effectivement, c'est un point c'est une évolution récente de nos actions. C'est vrai qu'ALIF a été créé quand même dans un contexte où l'idée, c'était de réhabiliter du patrimoine matériel, parce qu'on avait tous en tête ce qui avait été détruit par Daesh, et qu'en définitive, on se rend compte aujourd'hui que c'est une notion beaucoup plus large qu'il faut protéger. Ça va du patrimoine matériel à immatériel, et puis aussi aux professionnels. Et c'est vrai que l'Afghanistan a posé la question de la protection des professionnels. On a passé l'été 2021, un certain nombre d'entre nous, à essayer de faire sortir avec plus ou moins de succès des professionnels afghans d'Afghanistan. Et aujourd'hui, nous, chez ALIF, nous avons adopté un programme qui nous permet de soutenir des professionnels afghans, mais aussi ukrainiens potentiellement, qui sont à l'extérieur de leur pays, qui ont dû quitter leur pays, le fuir, et sont insérés dans des musées, dans des institutions culturelles, etc. Et là, en l'espèce, on a adopté récemment un projet de soutien à un professionnel afghan, professionnel spécialiste de numismatique, je crois, qui est accueilli par le Louvre et par la BNF, et en complément du programme PAUSE. Oui. Je voudrais continuer par ce que Valérie vient de dire. Nous avons, notre institution a aussi un programme de musique qui a travaillé en Afghanistan depuis 20 ans. Et vraiment, là, nous avons une situation comme que ces musiciens n'ont plus la possibilité d'exercer leur profession et leur talent en Afghanistan. Et ALIF nous aide pour ça. Mais au-delà de ça, je voulais dire que les problèmes, ça pose plusieurs questions.
La première, c'est une solution circonstancielle de sortir des professionnels, des spécialistes de n'importe quelle matière du pays et laisser les pays dans une pauvreté de connaissances. Secondo, deuxième problème, et c'est là où les musées ou d'autres institutions en France et en Europe et dans les mondes occidentaux peuvent faire beaucoup de choses, c'est comment accueillir, intégrer et donner un sens aux vies de ces gens. J'ai vu déjà, on a déjà une perspective pour savoir que les problèmes, par exemple, des musiciens qui sont sortis d'Afghanistan, le problème c'est que la plupart sont partis aux États-Unis. Nous devons nous poser une autre question très importante. Où est-ce que nous allons donner cette opportunité de refaire une vie à des Afghans, par exemple des musiciens? Il faut penser des méthodes, des approches, des stratégies plus intelligentes. Je pense qu'il ne faut pas toujours penser qu'ils peuvent venir dans un pays occidental. Je pense que dans notre cas, nous trouvons des façons de les reloger dans la région, dans des pays proches, où ils ont d'autres membres de la famille, avec une culture matérielle et urbaine, si on peut dire, plus proche. Et ça, c'est une question dans laquelle aussi nos institutions peuvent penser comment établir des méthodes de formation, des accueils offshore, si on peut dire, mais dans des régions qui facilitent plus l'intégration et le bonheur, en définitive, de ces familles exilées. Le patrimoine, j'y pense à cause de l'annonce sonore, mais c'est vrai qu'on n'a pas évoqué à cette table ronde, et la Fondation INALCO a dû le remarquer, le patrimoine des langues également, qui est un patrimoine qui doit nous mobiliser et nous intéresser. Mais peut-être que vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je voulais juste rebondir sur les propos sur la société civile, parce qu'en effet, c'est un peu la nouveauté, c'est vrai, dans la façon dont on voit les choses. Enfin, c'est pas une nouveauté, mais il y a vraiment cette volonté de maintenir le dialogue avec la société civile. Dans les projets qu'on peut mener dans les pays avec lesquels on a une coopération bilatérale, c'est une composante essentielle en fait dans nos enveloppes projets. Alors je vais vous épargner à cette heure-là le barbarisme du nom de ça, mais on a des projets comme ça qu'on finance, et il y a des projets patrimoniaux, il y en a quelques-uns en Afrique. La sensibilisation et l'association des populations civiles autour du site, c'est très important. C'est une des composantes qui est notée dans les projets et qui est essentielle. Sur l'Afghanistan, comme je le disais, on n'a plus d'action sur le terrain. On essaye à distance de ménager l'avenir en offrant des bourses, en priorité aux Afghanes, vu ce qui se passe en Afghanistan, aux Afghans dans un certain nombre de matières. C'est aussi pour arriver à conserver certains savoirs qui pourront aussi être remis au service du pays lorsqu'on sera dans une phase politique plus positive. C'est un peu l'idée qu'on a. Donc on a soutenu aussi le programme PAUSE, dont on a parlé tout à l'heure. On a soutenu l'accueil de professionnels. On est aussi en discussion avec la Fondation INALCO sur la chaire patrimoine afghan. Voilà, et ça c'est à travers la DAFA, mais aussi notre Institut français en Afghanistan, qui en fait identifie les personnes qui sont éligibles à ces programmes-là. Malheureusement, c'est un peu les moyens qu'on a aujourd'hui d'agir, et malheureusement, c'est dans des situations qui sont en train de se multiplier, puisqu'on a aussi le même cas pour l'Ukraine ou pour la Russie. Donc voilà. Mais c'est cette idée aussi de se ménager le futur et d'avoir des compétences qu'on pourra remettre sur place. C'est important pour nous au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des volontés d'intervenir à nouveau? Peut-être une question ou deux dans la salle avant que nous puissions clore cette... Ah oui, madame. Sur l'Afghanistan. Ça existe, il s'appelle Seredaf. Il est né en 1983 et depuis, il a fait beaucoup de choses. Il a une bibliothèque avec 2000 livres sur l'Afghanistan depuis son histoire.
des monographies, des documents qui nous viennent de l'Afghanistan, que chacun a amené avec lui. Moi-même, j'ai travaillé pendant 3 ans au ministère de l'Agriculture, et en arrivant ici, et l'invasion soviétique, on a fondé Afran. Et au sein de l'Afran, il y a eu tellement d'informations, et en 1983, on a pris la décision de fonder le CEREDAF, Centre de documentation et de recherche sur l'Afghanistan. Ça existe au 10 de la Main d'Or, dans le 11e arrondissement, et vous avez tout ce qu'il vous faut sur l'Afghanistan depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Toutes les guerres, des coupures de presse, des interviews. Le musée Guimet, il le connaît bien parce qu'on a collaboré plusieurs fois. Mais il est passé dans les oubliettes parce qu'on est un tout petit peu pauvre. On n'a aucune subvention, sinon une petite du ministère des Affaires étrangères qui ne couvre même pas le loyer qui, dans le 11e, il est monté très, très haut. Alors, il faut le savoir qu'on a eu beaucoup d'étudiants, des journalistes, des médecins qui sont venus pendant la guerre avec les soviétiques, qui sont vraiment informés. J'ai un accent parce que je suis d'origine grecque. Et j'ai vécu pendant 3 ans en Afghanistan. Et j'ai connu une histoire d'Alexandre le Grand, que je le connais par cœur maintenant. Et alors, le CEREDAF existe parce que vous avez signalé bénévolat 100%. Personne n'est payé chez nous. Et nous continuons quand même à faire de l'information. Vous avez parlé, Monsieur Lys, de l'information. On fait de l'information tout le temps chez nous. Il y a des étudiants qui viennent travailler. Il y a eu des études qui sont faites grâce à nous. Il y a eu des médecins sans frontières qui sont venus plusieurs fois et d'autres médecins, pas seulement sans frontières. Et voilà, il faut le savoir. Et il est un tout petit peu oublié, je vous dis, parce qu'on est modeste, on n'a pas d'argent pour faire de la publicité, etc. J'étais présidente et on a dirigé cette ONG, c'est une ONG, on a dirigé pendant 25 ans. Maintenant, on a abandonné, il y a de nouveau, la nouvelle présidente, elle est là, à côté de moi, Madame Blacher. Et on continue à travailler pour l'Afghanistan. Il faut aussi savoir que tout ce qui est passé par l'Afghanistan, voyageurs ou travailleurs, tombe amoureux, je ne sais pas ce qu'il a à ce pays, on ne peut plus le lâcher. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci de ces informations et de ce que vous avez dit, mais qui témoignent aussi de la vivacité en France, et particulièrement, je crois, de l'intérêt de la société civile française pour l'Afghanistan. C'est une vieille histoire. C'est une histoire qui a connu plusieurs épisodes que l'on connaît et dont votre centre manifeste un certain nombre de moments. Et donc c'est tout à fait important parce que ça maintient effectivement cet intérêt aussi d'une population vis-à-vis d'une autre population. Et cela fait partie de ces liens que nous devons entretenir entre sociétés civiles, précisément quand les relations diplomatiques sont plus difficiles ou interrompues. Alors, il y a quelques questions du public. Je donne la parole. Je voudrais rebondir sur ce qu'ont dit M. Lefebvre et M. Montréal. Donc, d'un côté, on a une institution extraordinaire qui est l'Arahan Trust for Culture, qui a 100 millions de dollars à dépenser tous les ans en Afghanistan. Les talibans sont désespérés d'avoir de l'argent, donc ils restent en bon terme avec l'Agacan, qui par ailleurs est chia. Donc d'autres chias ont été assassinés, mais l'Agacan est admis en Afghanistan. Donc de l'autre côté, il y a des petits archéologues isolés qui doivent obéir aux lois françaises et les affaires étrangères leur interdisent d'aller dans les pays en risque. Dans toutes les institutions, il y a un référent sécurité. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas le droit d'aller en Afghanistan, qui n'ont pas d'argent. Et, par exemple, les talibans cherchent de l'argent. Donc, ils pressent les Chinois pour exploiter Miss Ainak, les mines de cuivre. Or,
sur place, on ne peut pas transformer le cuivre en métal. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. On ne peut pas transporter le cuivre jusqu'au Pakistan, ça coûterait trop cher. Il y a du cuivre moins cher ailleurs. Donc, les talibans sont obligés de rester bien avec les talibans, tandis que les petits archéologues tout seuls, ils ne peuvent faire que de la culture, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont pas le droit d'aller en Afghanistan, ils ne peuvent pas transformer l'Afghanistan. Est-ce que vous voulez réagir à cela? Ce n'est pas une réaction, je voudrais dire simplement des choses. L'investissement, je parle si vous voulez de deux choses. Les Aga Khan Development Network, c'est une institution séculaire. Ça n'a rien à voir avec les profils d'imams des Ismaéliens de Son Altesse l'Aga Khan. Il a une double personnalité. Il a voulu créer une entité sans finalité lucrative dans son esprit de mécénat. Secondo, l'argent que nous avons investi en Afghanistan, comme vous avez vu là, 62% sont des fonds publics des gouvernements européens. Gouvernement allemand, gouvernement norvégien, ce sont les gouvernements suisses. Donc, ce sont des gouvernements qui nous confient leur argent parce qu'ils savent que dans notre main, cet argent n'ira pas dans les circuits gouvernementaux afghans, les précédents et les actuels. Je vous rappelle, nous avons gagné une guerre, nous avons perdu la paix. Nous avons perdu une paix parce que nous avons su construire une société civile afghane. Nous n'avons pas aidé à cette société civile à se constituer. Donc, l'argent dépensé dans ces pays va directement aux communautés, aux individus, aux organisations locales non gouvernementales et créer des emplois, nourrir des familles. Je voulais finir par dire une chose. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir, nous avons été abandonnés par les États européens. Nous avons été abandonnés dans un projet dont vous parlera Ajmal Mawandi demain, qui est d'intérêt public pour les familles afghanes. Un projet, les machines Khané, qui fournissait les moyens de vie à 1600 familles afghanes chaque jour. Et c'était un projet financé à 100% pour créer des espaces publics, des marchés, etc. Vous entendrez ça demain. Et le gouvernement, dans cette crise politique inévitable de notre façon, a découpé les fonds. Et maintenant, 1600 familles afghanes se trouvent sans ces fonds. Donc, messieurs, ça n'a rien à voir ici. Ce n'est pas une question d'idéologie, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de promouvoir un développement social et économique avec des garanties de transparence et qui satisfait pas seulement le secteur privé que nous sommes, mais aussi le secteur public. Oui. Oui. Alors d'abord une réponse. Est-ce que la DAFA ne va pas revenir en Afghanistan? C'est une question qui ne se pose pas. La DAFA repartira en Afghanistan, la question c'est de savoir quand. Et ce qui nous permet de dire ça, travaillant dans une institution qui a 100 ans, pendant ces 100 années, il s'est passé des moments où on a dû effectivement plier boutique en se disant on reviendra. Des fois ça a été long, des fois ça a été moins long. Donc je pense qu'effectivement il faut gérer cette temporalité, mais pas du tout. Et croyez-moi, ceux qui me connaissent bien le savent, et puis autour de moi il y a aussi un certain nombre de gens qui sont persuadés de ça. Une des institutions françaises qui retournera les premières en Afghanistan, ça sera la DAFA. Autre point qui me paraît extrêmement important, c'est qu'on a parlé effectivement de le patrimoine afghan, patrimoine national, patrimoine d'un pays, mais aussi patrimoine universel, patrimoine de l'humanité. C'est en ce nom de patrimoine universel que je crois qu'il faut travailler sur cette clause spécifique qui a déjà été plus ou moins évoquée, de dire que, de même qu'on traite les grandes causes humanitaires comme étant des causes qui pouvaient s'astreindre des règles de la politique traditionnelle, et c'est le cas actuellement en Afghanistan. Il y a une aide alimentaire qui est apportée à l'Afghanistan. Et bien de la même manière, je pense qu'effectivement, le patrimoine peut être traité de la même manière, être considéré comme suffisamment important pour l'humanité pour être traité de façon spécifique, d'être sanctuarisé, d'être considéré hors des conflits. J'en ai simplement la preuve
en écoutant les médecins qui actuellement travaillent en Afghanistan, en particulier les médecins de handicap international que j'ai vus lundi, qui m'ont dit on arrive à travailler sans problème, parce qu'effectivement, et on a toujours des financements, tout simplement parce que ce qu'on fait échappe un peu aux contingences politico-politiques, si je puis dire. Donc je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut avancer. Ma crainte, elle est très simple. C'était un peu exprimé par tout le monde d'ailleurs, tous les gens qui ont participé à cette journée. C'est que pour que la prise de conscience soit totale de cette notion universelle et de cette notion, si je puis dire, transgressive et dans le bon sens du terme du patrimoine, il faudra peut-être attendre des événements catastrophiques. Est-ce qu'il faudra attendre que les minarets de Hérat tombent? Est-ce qu'il faudra attendre que le minaret de Jam tombe? Est-ce qu'il faudra attendre que le palais de Massoud à Lashkari Baza soit emporté par les eaux pour qu'on se dise il faut s'y prendre autrement? C'est là où je rejoins complètement donc aussi bien Valérie Fréland que Louis Montréal. Je crois qu'effectivement, travaillons à ça, à faire que cette grande cause pour l'humanité soit perçue comme telle et qu'elle soit perçue comme étant allant au-delà des conflits d'intérêts, des conflits politiques, des conflits idéologiques. On n'a jamais autant regardé la falaise des Bouddhas de Bamiyan qu'une fois qu'ils ont été détruits. On n'a jamais regardé autant la flèche de Notre-Dame qu'une fois que Notre-Dame a brûlé. Je crois qu'il faut essayer de s'épargner ce genre de problème dans un avenir très court. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe Marquis. Je pense qu'on ne va pas ajouter des mots à cette belle conclusion que vous offrez à notre table ronde. Je pense que les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui ont tous été posés et c'est à nous effectivement maintenant de nous en saisir de la manière la plus pragmatique possible dans les mois qui viennent. Je remercie vraiment les intervenants à cette table ronde de leurs interventions et je crois que voilà, nous pouvons clore aujourd'hui ces travaux et nous diriger vers l'exposition, voilà, de l'autre côté du miroir.